Oui, bien, bonjour à tous. Je suis content que vous soyez là un vendredi matin. Merci d'abord à l'AFUP de m'avoir invité pour ce forum PHP. C'est ma première conférence technique en 6 ans ou 7 ans, donc il faut bien une première fois. Donc attendez-vous à un petit peu de facepalm sur certains points, mais bon, c'est l'enjeu quand on est un petit peu dans le numérique et un petit peu aussi dans l'entrepreneuriat. On n'a pas forcément tous les bons choix dès le début. Alors, qu'est-ce qui connaît VDM? C'est juste humble brag, hein, là. Voilà. Très bien. Et ben, je vais quand même vous présenter un petit peu qui je suis. Alors, j'ai des slides en anglais, donc je les ai un peu traduites pour que vous ne soyez pas perdus. C'est Google Translate. Alors, je m'appelle Maxime Valette, donc j'ai 26 ans. Je suis avant tout un autodidacte, un passionné d'informatique. J'ai découvert la programmation quand j'avais 7 ans. Donc c'était un peu plus de 20 ans maintenant, quasiment 20 ans. Quand j'ai découvert, j'ai découvert sous la forme d'un logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle QBasic. Alors c'était une interface très ergonomique, comme tous les IDE qu'on a aujourd'hui, Vim. Moi, quand j'ai découvert ça, en fait, c'était via mon père qui était passionné aussi d'informatique et qui faisait beaucoup de programmes un peu pour nous divertir, sauf que moi, ça me divertissait pas du tout parce que je me disais comment il fait et j'avais juste envie de faire pareil. Donc, à force, je me suis entraîné sur QBasic, j'ai lu le manuel parce qu'il y avait que ça à faire, il n'y avait pas Internet chez moi. Et mon ultime rêve, c'était de reproduire le 3615 Tintin, qui était beaucoup dans les publicités à la télé à l'époque. Donc j'ai continué à développer pendant quelques années. Après le QBasic, j'ai fait un peu de Pascal avec Delphi. Et les années passent et je cumule un petit peu l'informatique avec mon autre passion qui est la musique. Donc j'ai fait beaucoup de violoncelle. Et puis au bout de 10 ans, vers mes 15 ans, à la fin du collège, j'avais un choix à faire. Soit me consacrer à fond à mon loisir qui était le violoncelle, ou alors à ma passion qui était l'informatique. Voilà. Bon, j'ai fait le bon choix, évidemment. Tout le monde est d'accord. Donc j'ai continué, j'ai découvert le développement web. J'ai créé ma première entreprise quand j'avais 15 ans, qui s'appelle Node.fr, qui existe toujours. Bon, si vous allez dessus, c'est une résolution optimisée pour 800-600, donc c'est accessible sur les nouveaux téléphones maintenant. J'ai sauté une génération. On arrête le responsive, on fait du 800-600, comme à l'époque. Donc c'est une boîte que j'ai créée qui était prestataire de nom de domaine et un petit peu plus, et un peu d'hébergement. Mais c'était surtout les noms de domaine qui fonctionnaient bien. J'avais créé une technologie qui permettait en fait de vendre des noms de domaine moins chers qu'OVH. Donc voilà, merci. J'ai une réaction. Voilà. Donc d'où mon succès. Et j'ai eu à peu près 2500 noms de domaine enregistrés. J'étais prestataire à FNIC. J'ai revendu la boîte quand j'ai passé mon bac, quand j'ai eu 18 ans. Dans le même temps, j'ai participé à une autre société. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce logo. À la main, que je sache. Bon, ça va. Donc, j'ai connu AA, qui est une équipe de sport électronique. Je les ai connus en fait en leur montrant des failles sur leur site. C'est un moyen comme une autre de trouver un emploi. Donc je suis rentré associé dans la société qui gère un petit peu l'équipe. Donc c'est comme ça que j'ai connu mon associé Guillaume. Sauf que lui, son gros problème, c'est que c'est un sudiste. Donc, moi, j'habite à Reims. Donc il a résolu ce problème en déménageant quand j'ai passé mon bac. Et on s'est installé à Reims dans nos nouveaux bureaux flambant neufs, haute technologie. Et on a pu créer une boîte qui s'appelle Beta et compagnie. Et notre but, c'était d'éditer nos propres sites web. Donc on s'est lancé dans plein de projets. Et puis, complètement par hasard, j'ai lancé chez mes parents, finalement, donc le bureau n'a servi à rien, un site qui s'appelle VDM, qui était à l'origine, en fait, mon blog, où on avait inventé l'expression VDM avec un pote. Et on s'est dit, on va faire un recueil de toutes nos VDM qui nous sommes arrivés. Bon, voilà. C'était vraiment le but. Et puis, bon, les gens n'ont pas compris, mais bon, voilà. Au début, donc, le blog ressemblait à ça. On faisait beaucoup de visites. 300 visites par jour à peu près, mais ça, ça va vite changer. Le but, c'était vraiment uniquement notre blog. On avait
aucun intérêt à le développer plus que ça. C'était vraiment un recueil. Le problème, c'est qu'on recevait beaucoup d'emails de gens qui nous disaient « Mais comment on fait pour ajouter nos anecdotes ?» Bon, ils sont un peu cons, mais bon, on va rajouter un formulaire. Puis on se dit, bon, une fois par semaine, on va peut-être rajouter un guest star parmi nos anecdotes qui sont bien plus drôles que celles qu'on va recevoir. Alors là, cette photo-là, c'était une des dernières photos de la première partie de ma vie, on peut dire. C'était une LAN party qu'on organisait, dont on était partenaire avec AA. C'était fin février. Et en fait, le problème, c'est que quand je suis rentré chez moi le lundi, un petit peu dans le même état que là, le vendredi matin, le site ne marchait plus du tout parce qu'on avait 10 000 visites par jour. Et bon, la Dedibox, elle tenait pas, quoi. Donc j'ai vite pris le train parce que c'était à Mont-de-Marsan, je devais rentrer à Reims. Et voilà, en gros, les stats de l'époque. Et ça, c'était le week-end où forcément, j'avais eu la bonne idée de partir de chez moi. Donc on voit, ça fait un peu plus de 10 000. Bon. Donc là, c'est le début de la fin. On passe dans Télématin, début mars, avec William Lémergie qui a l'air acquis à la cause. Hein, on le voit vraiment. Bon, il n'a pas compris tout de suite, mais ça nous a permis de quand même bien nous lancer. Il y a énormément de journaux qui ont repris un petit peu le site. Et donc on s'est dit, on va refaire une nouvelle version, on l'a amélioré un petit peu. Voilà, c'est un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Bon, ça n'a pas beaucoup changé pour ceux qui connaissent. On a fait une nouvelle version, on s'est dit on va faire une colonne à droite, on va rajouter un peu du contenu, mais en restant quand même sur le concept de base. Donc tant mieux. Les gens continuent à venir, 45 000 visites par jour. Pendant ce temps-là, bon, on avait encore quelques LAN à finir. Alors voilà. Là, en fait, ce qu'on voit pas sur l'écran, c'est que j'étais en train de modérer des VDM. On en recevait 3 000 à 4 000 par jour. Et on n'avait pas encore de modération automatique comme aujourd'hui. Donc voilà, je passais mon week-end à ça. Et à cette époque-là, on faisait 85 000 visites. C'était fin mars, début avril. Alors le gros problème, c'est qu'après, on nous a invités dans le Grand Journal. Et là, au début, on faisait un peu moins de 100 000 visites par jour, mais on s'est dit, si on passe dans le Grand Journal, on va dire qu'on fait 180 000. Comme ça, de toute façon, après le Grand Journal, on va forcément un peu dépasser. Effectivement, on a eu le nez fin, parce que le lendemain, on faisait 185 000. Et le gros problème, c'est qu'on a une nouvelle affaire accidentelle, comme on dit au Canada. Donc le succès continue. Heureusement, on commence à recevoir un petit peu de revenus publicitaires, avec une ou deux bannières qu'on avait placées stratégiquement sur le site. Et puis on rencontre Didier, qui est notre nouvel associé dans l'affaire, avec Guillaume, qui nous propose d'abord d'éditer un livre, mais surtout de créer le site en anglais. Donc dans la même année, on travaille sur le site qui va s'appeler F My Life. Je ne vous traduis pas le F, je pense qu'on a compris. Et le succès est au rendez-vous, sauf qu'il est en rendez-vous en version américaine. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à lire, c'est marqué 1 million là-haut. Hein. Donc vous, je ne sais pas comment était votre mois de février en 2009. Moi, il était assez rempli. Donc on continue, on sort le livre français à une version anglaise qui s'arrache auprès des éditeurs, plus de 200 000 $ de droits d'édition. Donc c'est-à-dire que c'est un chèque qu'on vous donne avant même d'avoir imprimé le premier livre, avant même d'avoir la traduction d'ailleurs. Et ça s'est plutôt bien passé pour eux. On a vendu aujourd'hui plus d'1 million de livres. Le site marchait excellemment bien en France et surtout aux États-Unis avec l'explosion parallèle de Facebook en 2009. Là, on a les stats qui viennent de Facebook sur l'utilisation du terme FML. Donc on voit bien à partir de janvier-février 2009 qu'il y a un peu plus de statuts qui mentionnent Facebook, qui mentionnent FML sur Facebook. Si bien qu'à la fin de l'année 2009, on a reçu un top des utilisations de statuts. Et le deuxième mot le plus utilisé dans les statuts Facebook, c'était FML. Bon, le premier, c'est Facebook, on ne pouvait pas lutter non plus plus que ça. On a fait ce qu'on peut. Donc le problème d'un entrepreneur, c'est de gérer un buzz un peu comme ça et d'espérer que ça ne s'écroule pas. C'est ce qu'on a un peu réussi à faire. Aujourd'hui, si vous allez dans le Oxford Dictionary, vous avez le terme FML qui est rentré cette année. Et vous l'avez aussi sur votre Mac si vous tapez FML, qui a un clic droit, et vous avez
une sorte d'abréviation. Je crois qu'ils n'ont pas osé quand même mettre la vraie traduction, mais c'est Apple. Si bien que le vrai gage de succès, c'est quand vous avez des Chinois qui commencent à copier votre script et qui vendent le FMyScript depuis 5 ans maintenant, 6 ans, qui est toujours en solde. Hein. Depuis que ça a commencé, il est toujours en solde. Alors, ils disent toujours que ça va finir dans 30 jours, mais... Alors, le gros problème, pour la petite histoire, nous on reçoit beaucoup de messages de support en disant votre script il marche pas. Alors on dit c'est pas nouveau en fait. Et pour rappel, donc j'avais à peine 20 ans quand tout ça s'est passé. Aujourd'hui j'en ai 26. Alors la grande question c'est comment gérer plus de 250 000 visites par jour, par semaine. Donc, si on revoit un petit peu le Google Analytics, cette fois-ci de FMyLife, tous les week-ends, on revenait le lundi, on avait 250 000 visites par jour à gérer en plus. Alors je vais vous répondre tout de suite comment on fait, comme on peut. Voilà, c'était plus ou moins ce qui se passait tous les jours. Alors côté système, j'étais tout seul à gérer le système et aussi le développement. Donc ça a fait beaucoup de travail. Ce qu'on a fait nous tout de suite, on a hébergé nos serveurs sur OVH parce qu'on savait que si on avait besoin d'une nouvelle machine, on l'aurait assez rapidement. Le cloud, ça n'existait pas vraiment. Et puis, on prenait ce qu'on savait faire parce qu'on n'avait pas le temps de toute façon d'apprendre. Donc, on commence avec une machine qui fait tout. Ça, c'était la machine historique avant les 10 000 visites par jour. Très vite, on a un peu séparé, comme tout le monde, le web et les bases de données. Donc on a 2 serveurs web. Alors là, c'est pareil, j'avais pas de frontal. Donc ce qu'on fait en général quand on n'a pas de frontal, c'est qu'on fait du round robin DNS. Donc ceux qui connaissent, c'est en gros on assigne plusieurs IP sur un même nom d'hôte. Ça nous permettait de gérer un petit peu plus le trafic. Bon, ça équilibrait comme ça équilibré. Hein. C'est du DNS, c'est pas du vrai load balancer. Mais bon, quand on n'a que 3 machines et qu'il faut aller vite, ça fait le job. Donc on revient à ces 3 machines. On en ajoute un petit peu plus. Là, ce qu'on rajoute tout de suite, c'est évidemment, quand on fait beaucoup de requêtes à la base de données, c'est du cache. Donc, j'ai fait une version très simple du cache. Donc, on avait des requêtes comme ça à l'époque. J'ai juste rajouté une fonction, au lieu de mettre MySQL, je mettais mcache. Ça partait de la chaîne de caractères, ça faisait un condensat MD5, et ça allait chercher le résultat sur mcache directement. Ce qui nous permettait d'aller très très vite, puisque on n'avait rien à réécrire quasiment, juste à changer une fonction et une ligne. Donc on a pu continuer à développer le site et à gérer toutes les visites, parce que je rappelle quand même qu'on avait quasiment 30 ou 40 000 visites par jour en plus, chaque jour. Donc voilà les machines, nos belles machines. Donc en plus, pour gérer les bases de données, maintenant on en a 2. Donc on avait un problème de réplication, puisque, encore une fois, le code, on n'avait pas le temps de trop y toucher, donc avec des MySQL query, rajouter du master-slave, c'était un peu compliqué. Donc on a fait un master-master jusqu'à en avoir 7, il me semble. Donc une vraie réplication circulaire, qui était plutôt une bonne idée sur le moment, parce qu'on avait besoin d'utiliser du master, et puis qu'on n'avait pas le temps de faire du slave. Le gros problème, évidemment, c'est quand on voit une ronde comme ça, s'il y en a un qui se casse la gueule, voilà. De toute façon, je faisais des nuits blanches, donc ça me rajoutait pas beaucoup de travail. Mais voilà, on avait quand même pas mal de problèmes de réplication et de bugs au niveau de la réplication, puisque on a beau avoir des idées incrémentées de 7 en 7, des fois, il y a des petits bugs qui arrivent. Surtout avec le PHP qu'on avait à l'époque. On revient à nos petits serveurs. Donc là, FML arrive, on rajoute un petit peu. Maintenant, la bonne idée qu'on a, c'était de rajouter un peu de VLAN. Donc, parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout de VLAN, on avait juste nos serveurs qui pinguaient sur leur IP, on n'avait pas notre bloc. On a pu un peu investir et rajouter notre propre bloc IP et notre LAN privé, ce qui permettait d'avoir des temps de latence quand même plus intéressants. Bon, là, je pingais depuis le Wi-Fi de l'hôtel, donc forcément, le ping n'est pas intéressant, mais entre les serveurs, entre eux, ça va.
Donc là, à ce moment-là, ça réduit quand même pas mal les problèmes de réplication circulaire, parce qu'il y a moins de latence, et puis bon, ils arrivent plus à synchroniser. On en rajoute quelques-uns. Alors une fois qu'on en a un peu trop, on se dit on va peut-être mettre du CDN par-dessus. Le problème surtout qu'on avait à l'époque, c'était de délivrer aux US, alors que nous on avait tous nos serveurs en France et qu'on n'avait pas les moyens humains, je dirais, de gérer deux infras en même temps. Donc on a mis un CDN on utilisait à l'époque Cachefly. Donc le gros intérêt, c'est que c'était pas un reverse proxy comme on voit maintenant beaucoup avec Cloudflare par exemple. C'est que c'était un vrai serveur qu'on pouvait airsync. Donc on faisait des airsync des fichiers à chaque fois qu'on les changeait. Et ça resetait automatiquement le cache. Donc du coup, ce qu'on avait, c'est qu'on avait énormément de requêtes statiques qui étaient délivrées directement aux US. Et le HTML, par contre, venait de France. Donc ça limitait, il y avait la première requête, mais bon, ça passait. Un petit peu de serveur en plus. Ah, j'en avais oublié. Voilà, c'est bon. Voilà, à peu près, à la fin 2009, c'était à peu près l'état de nos serveurs. Bon, ils n'étaient pas empilés comme ça, mais quasiment. Donc pour monitorer un petit peu tout ça, j'avais aussi un problème, c'est que j'étais pas un expert de monitoring d'infrastructure. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, on en parlait tout à l'heure, on réinvente la roue. Donc j'avais créé des script nodes qui tournaient en permanence, qui pinguaient les machines, qui prenaient les valeurs et qui envoyaient sur un serveur central. Et j'avais à peu près tout ce qu'il me fallait pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc j'avais les connexions Apache, les délais de réplication MySQL. Là on est passé à master slave, donc on a les écritures master et les réplications slave. Le même cache, parce qu'en fait on utilisait les machines web d'OVH qui ont toujours 50 fois trop de RAM par rapport à ce qu'il y a besoin, donc on en profitait pour mettre du même cache dessus. Et puis les mises à jour GitHub, parce que Guillaume des fois faisait des commits, et puis bon, c'est Guillaume. Il n'est pas là, on n'a pas le droit de dire des choses. Donc voilà. Et j'avais un script derrière qui monitorait, qui m'envoyait des SMS, mais ça n'a pas beaucoup marché, parce que quand on fait des nuits blanches, on dort la journée ou on dort pas. Donc les SMS ne réveillent plus du tout. Donc j'avais fait un script en SIP qui m'appelait directement, comme ça j'étais sûr que ça me réveillait. Et encore, ça ne me réveillait pas tout le temps, mais bon, il insistait. Voilà pour le côté système. Alors le côté développement, je tiens à préciser que le train de vos insultes roulera sur le rail de mon indifférence. On a fait ce qu'on a pu, j'ai fait ce que j'ai pu, et je suis là aujourd'hui pour m'excuser. Donc, alors ça c'est pas mon script, donc vous pouvez vous moquer, c'est pas grave. En gros, donc quand on a lancé le site au tout début, le site un peu gris que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure, on avait pris, moi typiquement je voulais un microblog, alors j'ai cherché microblog PHP, je suis tombé là-dessus, qui était un script qui s'appelle BilboBlog, qui était fait par TuxPlanet, qui existe encore je crois, mais le script est plus utilisé. Donc ça marchait pas mal, voilà ce que ça donnait, donc on voit que c'est à peu près ce qui existait. Bizarrement, le site s'appelle Monde de merde, c'est pas le mien. Voilà, donc en gros ça marchait bien, le problème c'est que ça manquait beaucoup de features, par exemple il n'y avait déjà pas le multi-auteur, c'était un problème pour nous, et en plus il y avait il y avait quelques failles aussi. Donc ce qu'on a gardé là-dessus, en gros, en enlevant tout le code, on a gardé le border radius et la police, parce que c'est la même police encore aujourd'hui. Voilà. Donc c'est déjà pas mal, hein. Mais tout le reste qui est derrière qui est plus vraiment d'actualité. Il faut que je me rapproche de mon Mac. Je te manque. Voilà. Donc forcément dans ce genre de script qui était un peu un microblog, donc un micro-script sans trop de besoins, il y avait forcément du MySQL partout. C'était pas un problème pour nous, sauf qu'on a vu tout à l'heure, c'est que une fois qu'on a besoin de plus d'un serveur, c'est très compliqué. On a eu du mal à s'en séparer. On a mis bien 3-4 ans avant de faire une abstraction PDO et de tout changer dans le code pour pouvoir gérer le master slave correctement. D'où l'utilisation de la réplication circulaire pendant très longtemps. Forcément, si on utilise MySQL, c'est qu'on n'utilise pas forcément d'objets. Donc tout ce qu'on a fait pendant très longtemps, c'est la programmation procédurale pour finalement s'adapter à ce qu'on avait déjà.
Donc même si on a commencé à rajouter des classes, il y avait quand même beaucoup de legacy en procédural et des globales un peu partout. Bon, c'était pas un script open source, donc ça se cachait plutôt bien. Mais on a quand même eu des problèmes, parce que par la suite, forcément, comme j'en parlais tout à l'heure, FML, c'était l'internationalisation. Et finalement, on n'avait pas de fichier de langage non plus. Hein. Si on ne fait pas d'objet, on ne fait pas de machin, on n'avait pas de fichier de langage. On n'avait pas prévu que ça serait un site qu'on ferait en plusieurs langues très vite. Donc forcément, ce qu'on fait en général quand on veut faire une nouvelle version d'un site et qu'on veut le traduire, tout le monde ici ferait la même chose. On copie le script et on traduit. Voilà. Donc on a fait ça, ça s'est très très bien passé, je rigole. Pendant un an et demi, on a juste tout copié. Le problème c'est que forcément, si vous fixez un bug sur l'un, il faut fixer sur l'autre. Si vous avez des nouvelles features, par exemple, on avait des commentaires, avant il n'y en avait pas, donc les FML a mis longtemps avant d'avoir des commentaires. Voilà, donc c'était un gros bordel, mais on n'avait pas le choix. C'était encore des contraintes de temps, et puis on voulait lancer le site, et ça marchait très bien, trop vite. Donc à un moment, on a procédé à la réunification. Une fois que les visiteurs sont un peu calmés, bon pas comme lui, parce que on a pu envisager un truc un peu plus propre, et en plus on avait aussi la sortie du site italien qui est arrivé très vite, en juin, à l'occasion de la sortie du premier livre traduit, donc Vie de merde en italien, Vita di merda, .it, le site existe. Donc là, à ce moment-là, on a fait des fichiers de cache des fichiers de langue en .ini. On a fait des routes spécifiques. On avait un routeur frontal, un index.php qui prenait la route parce qu'on voulait des URL spécifiques à chaque langue. Et puis ça marchait pas trop mal. C'était basé sur le nom de domaine. Et puis voilà, on avait la langue en fonction du nom de domaine. Donc ça s'est pas trop mal passé, mais effectivement, ça a mis un peu de temps. À l'époque, c'était pas rare de faire du déploiement par FTP. Et là, je vais vous surprendre. On a fait mieux. Donc, on a fait du déploiement par WebDrive. Alors, pour ceux qui connaissent... Ah, je vois des gens qui connaissent, c'est bien. Alors, donc, WebDrive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on monte un disque réseau, donc c'est réseau local ou réseau Internet. Donc, pour nous, c'était du Internet. Et on éditait nos fichiers directement dedans. Donc au lieu de l'ouvrir, on l'ouvrait directement sur le WebDrive. Donc on avait absolument tout dessus. Forcément, c'était sur Windows et WebDrive et les FTP qui sont pas forcément tenables. Donc des fois, on avait des fichiers qui disparaissaient ou qui étaient écrits à moitié. Ça, c'était plus rigolo. Et on les perdait complètement parce qu'on n'avait pas de dépôt Git. Donc voilà. Quand on disait est-ce que quelqu'un c'est sur le fichier sur le FTP, nous on le disait même pas parce que on se débrouillait un peu comme on voulait. Et ça a duré, tant qu'on était deux dans le même bureau, ça a duré un bout de temps, quand même 2-3 ans, je pense. Donc tout ça pour vous dire qu'à l'époque, on appliquait le YDD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le YOLO Driven Development, qui est une technique qui marche pas mal finalement. On s'en est bien tiré. Par contre, effectivement, on a eu quelques problèmes. Notre framework, c'était l'Adrénaline. C'est pareil, c'est un bon framework, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un micro-framework, par contre, hein, ça fait pas grand-chose. Mais bon, il s'adapte vite, et là, par contre, il y a des mises à jour quotidiennes. Alors, les évolutions, rapidement. Donc, on est passé, évidemment, de WebDrive à Git et à un environnement de staging, parce que là, oui, ce que je ne vous ai pas dit, ce qui était rigolo, c'est qu'on mettait des variables, if debug égale true, voilà. Donc on mettait un paramètre debug égale true dans l'URL, et puis on testait comme ça. Ça marchait pas mal. On mettait des index 2.php, ça je pense qu'il y en a encore qui le font ici, donc levez pas le doigt, mais je vous reconnaîtrai. Du RRDNS, donc Round Robin DNS, on est passé à HAProxy. Donc HAProxy, ça nous permet quand même de plus monitorer et puis surtout d'enlever les serveurs qui sont défaillants, que ce soit du web ou du MySQL, mais on ne le fait pas encore sur MySQL. Round Robin MySQL, donc on est passé à du master slave, enfin, réplication circulaire, pardon, MySQL. IPVS qu'on utilisait à l'époque, donc c'est LVS pour ceux qui connaissent, ça permet de router des IP virtuellement, donc on a des interfaces virtuelles. Ça permettait que chaque serveur avait les IP externes sur elle et répondait directement. Donc en gros c'était du spoofing. Ce qui marchait bien quand on avait un besoin de quelques IP. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a une quinzaine d'IP externes,
Rajouter les interfaces virtuelles sur chaque serveur, c'était pas forcément le truc le plus évident et puis le plus propre. Donc on est passé à du Heartbeat pour gérer un petit peu ces problèmes de balancing aussi sur les deux frontaux. Monitoring, on est passé à du Nagios et du StatD qui est monitoré avec des scripts perso sur des écarts de graphes. Donc on voit que quand le graphe sort un petit peu des sentiers battus, j'ai encore des coups de téléphone, et les Nagios aussi. Les monitoring de logs, on est passé à du Sentry, donc qui récupère pas les logs mais les exceptions. Et les logs, j'ai encore quelques scripts qui tournent pour me les remonter plus facilement, mais de toute façon on ne peut pas s'en affranchir. De Apache, on est passé à Nginx, pas sur tout, parce qu'on a encore des problèmes de htaccess qui traînent. Donc on a 75% de l'infra qui est sur Nginx. Du procédural, on est passé à l'objet. Donc je ne vais pas vous donner les avantages de l'objet. De Memcache, on est passé à Redis. Alors ça, c'est intéressant parce j'ai récemment fait une migration Memcache Redis. J'ai eu quasiment 2 fois plus de perf, ce qui me semblait énorme. Mais c'est vrai que Redis répond beaucoup mieux maintenant. En plus, on a Redis Cluster qui vient d'arriver. Donc on va sûrement migrer sur un Redis Cluster très bientôt. Du Cachefly, on est retourné à OVH qui testait un CDN où on était bêta-testeur il y a un an et demi, qui fonctionnait pas bien à l'époque, qui fonctionne mieux maintenant. Ça a l'avantage de coûter 10 fois moins cher, donc on s'est remis dessus. Du bordel, on est passé à Trello pour s'organiser. Et à la place de crier au bureau, on crie sur Slack. Donc on fait des caps lock et ça fonctionne bien, et des gifs animés. Donc au final, aujourd'hui, VDM, c'est 3 millions de visites par jour, 100 millions de pages vues par mois, 11 millions d'anecdotes envoyées depuis le début du site, 7,5 millions de commentaires, 3 milliards de votes sur les anecdotes. Ça, c'est un peu le plus gros du budget, hein. Surtout sur les requêtes SQL, donc plus de 20 000 requêtes SQL par seconde, sans parler du cache qui a aussi ses propres requêtes. Ça, c'est vraiment quand ça tape sur le SQL. Et c'est essentiellement des apps aujourd'hui. Alors là, vous connaissez le site, vous connaissez sûrement l'application, Android, iOS, et aussi Windows Phone, et même BlackBerry pour... les gens ici sont pas là, ils ont pas le BlackBerry quand même. Conclusion. Un bon code, pour moi, ça rapporte de l'argent et ça tient la charge, sachant que ces deux phrases peuvent s'équilibrer. C'est-à-dire que si votre code tient pas la charge et qu'il rapporte de l'argent, vous pouvez toujours rajouter des serveurs. C'est un peu ce qu'on a fait au début. Par contre, si votre code ne rapporte pas d'argent, il vaut mieux qu'il tienne la charge parce que sinon vous ne pourrez pas payer des nouveaux serveurs. Donc voilà, je pense que c'est un bon équilibre sur la définition d'un bon code. Un bon DevOps équilibre ses tâches et reste pragmatique. C'est ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu. C'est qu'on avait beaucoup de travail, que ce soit sur du dev ou aussi sur l'admin 6. Donc, comme j'étais tout seul, j'avais un peu les deux casquettes, donc DevOps un peu avant l'heure. Alors ça, c'est une slide que j'ai rajoutée hier soir, après le resto. Un bon entrepreneur. Alors là, c'est une photo que j'ai prise jeudi soir, où c'est la définition de l'entrepreneur. C'est-à-dire le chat à gauche, celle qui a un très bon chat, mais qui, lui, profite de l'instant présent. Donc on lui donne des croquettes, il les mange. Le jean qui est à droite, lui, il a vu qu'il y avait une petite opportunité, alors il l'a saisi. Les croquettes qui étaient tombées de notre distributeur de croquettes. Par contre, mon chat, Friedrich, lui, il voit directement le next big thing, et lui, c'est un vrai entrepreneur. Il a compris qu'il ne fallait pas se faire avoir par les premières croquettes tombées. Donc c'est un bon exemple. Par contre, ça ne marche pas dans tous les cas. Donc voilà. C'est pas non plus c'est pas une science exacte. Et j'aurais pas pu finir cette présentation sans un bon gif, donc je vous le donne. C'est Reddit Air Perfect Loop, pour ceux qui connaissent. On reste la journée dessus, hein, en général. Donc, si j'avais un peu de temps, je l'aurais laissé plus longtemps, mais... L'avenir, pour nous, au niveau de VDM, le refactor du code, c'est encore quelque chose qui est en cours. Ça sera sûrement jamais fait pleinement, parce qu'on n'a pas de problème technique dessus. C'est un code qu'on maîtrise pour l'instant. Et puis, ce n'est pas une composante essentielle maintenant qu'on a énormément d'applications. On développe plus des mises à jour de l'API. Le YOLO Driven Development, on s'en est un peu écarté. Maintenant qu'on est une grosse boîte, on va une grosse boîte pour un petit site.
On est une quinzaine de personnes maintenant, donc on essaie plus de faire du code propre en amont et puis espérer que ça fonctionne après. Voilà un peu pour nos perspectives. Merci toi, en canadien. Et voilà. Et j'ai mon lien Twittos si vous voulez, et mon joined-in si vous voulez me mettre une bonne note, parce que si les mauvaises notes, je n'accepte pas. Et maintenant, je réponds à toutes vos questions que je n'ai pas répondu auparavant. Celui qui répond... Bonjour. Est-ce que tu peux décrire l'évolution d'un moteur de recherche qui aurait éventuellement eu au début et qui aurait évolué Du moteur de recherche de VDM ou du VDM, ouais, c'est ça. VDM, au début, on avait un moteur de recherche qui était juste une simple recherche SQL basique. Maintenant, après, on est passé à du full text qui était un peu plus facile, et maintenant, on a une recherche plus fine en fonction de la popularité aussi des anecdotes. Et du coup, parce qu'on sait que si quelqu'un cherche une anecdote avec un chien, c'est sûrement les plus populaires dont il se souvient. Donc on essaie de trier un peu par anecdote. Après, on a une recherche beaucoup plus fine maintenant. Par exemple, on a beaucoup de membres qui votent sur toutes les VDM qu'ils ont vues. Donc on fait une recherche en disant on enlève les VDM que vous avez déjà votées parce que c'est sûrement pas celles qui vous intéressent, ou inversement. Donc on a essayé de faire une recherche plus fine. C'est pas forcément la fonction la plus utilisée sur le site. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est les recherches aléatoires. Une page random où on a juste 10 VDM pareil qu'on n'a pas voté. Comme ça permet de découvrir sur le site des autres anecdotes. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, super. Il y a une mode en ce moment sur les sites à grosse volumétrie comme le tien, c'est de faire du sharding. Est-ce que donc le sharding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de faire du découpage dans tes bases de données, dans chaque table, pour taper sur une volumétrie plus faible. Est-ce que c'est une problématique que tu as essayé de résoudre ? On a déjà résolu le problème. À la base, on avait vraiment les sets qui avaient les mêmes bases. Très vite, on a séparé un peu, on a mis VDM d'un côté, FML de l'autre, et nos autres projets sur un autre master slave. Donc déjà, ça a déjà pas mal allégé, parce que les slaves, ils avaient beaucoup moins de données à répliquer. Après, en ce qui concerne le sharding, sur les votes, actuellement, c'est nos plus grosses tables. On a 1,5 milliard à peu près d'entrées. Et là, c'est même pas partitionné. Pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est du MyExam parce que c'est plus facile à reconstruire en cas de crash. Donc pour l'instant, on est là-dessus. Par contre, effectivement, on essaie de voir un petit peu plus tard si on va avoir besoin de partitionnement. Mais déjà, je ne pensais pas que ça irait jusqu'à 1,5 milliard. On a commencé à se poser des questions à partir de 100-200 millions de votes. On s'est dit, bon, ça va peut-être crasher à un moment, mais pour l'instant, ça tient. Voilà, depuis 7 ans. Ok, merci. Bonjour, merci pour ce talk très intéressant. Avec du recul, est-ce que tu regrettes un peu les nuits blanches, et du sens où peut-être si vous aviez pensé les choses mieux au départ, vous auriez peut-être eu moins de problèmes, ou est-ce que ça fait partie du jeu et tu trouves que ça valait le coup ? Je pense que si on avait pensé les choses à la base, déjà, on n'aurait jamais fait un site qui s'appelle vinmerde.fr, déjà. Le site était vraiment... Le but, c'était juste mon site, et je voulais juste répondre à une demande des utilisateurs, et je pensais jamais que ça ferait un truc du genre. Déjà, j'aurais jamais utilisé un microblog qui tenait en 3 scripts, donc voilà. Non, je pense que je regrette pas, parce que finalement, on n'a pas eu le temps de se poser des questions, en fait. En 2 ans, on est passé à 2 petits mecs dans leur appart, et puis on faisait 3 millions de visites au bout de 2 ans. J'ai fait la une du Wall Street Journal. Enfin, on a vraiment... Et puis en plus, on partait à Los Angeles parce qu'on travaillait sur un TV show américain avec FML, plus les droits d'édition. Enfin voilà, on était vraiment partout. Là, c'est pour ça que c'est mon premier talk technique finalement. C'est pour ça que j'essaye un peu de... C'est mon mea culpa. Mais 70% de notre temps, c'était répondre aux médias, gérer la communication. Et voilà, donc du coup, non, on n'avait même pas le temps déjà de faire ça. C'était limite, c'était déjà le plus propre qu'on puisse faire en temps et en heure, quoi. C'est bien, c'est honnête. Merci pour la réponse. D'ailleurs, on était la première page Facebook à avoir 1 million de fans dans l'histoire de Facebook. Et Facebook nous avait contactés pour nous demander comment on avait fait pour avoir 1 million de fans. Même eux, ils ne savaient pas, ils étaient persuadés qu'il y aurait 100-150 000 sur les plus performantes. On leur dit,
On a mis un bouton en haut du site, puis les gens ils ont cliqué. Alors ils m'ont jamais répondu, alors je sais pas s'ils étaient mad ou... Bonjour. Tout à l'heure, tu as parlé de modération, que tout était fait manuellement. Et comment avez-vous automatisé la modération? Très bonne question parce que je voulais en parler et j'ai oublié. Donc on a au tout début, quand ça a très très bien marché, on faisait 7-8 000 anecdotes par jour. On en recevait 7 à 8 000 et on devait en sélectionner une dizaine. On se relayait, je crois qu'on était 7. Et on faisait les 3-8. Et on se relayait sur IRC, dans l'admin, etc. Donc ça nous prenait beaucoup de temps. On a commencé à se dire, on s'est inspiré de la modération de BashFR, qui fait une sorte de bêta-modération, je crois qu'ils appellent ça, où en fait on voit en direct, les gens peuvent voir en direct les anecdotes qui arrivent sur le site et dire selon eux si oui ou non ça a sa place sur le site. En fait, ça répond à deux problématiques. C'est que les gens qui en avaient pas assez par jour, ils voulaient en voir plus, donc on leur donnait celles qui n'étaient pas modérées. Et en plus, ça nous a enlevé en gros les 2/3 d'anecdotes, puisqu'on prend les votes et puis on prend la moyenne haute de chaque journée. Donc en gros, c'est toujours du manuel, mais sauf qu'il y a des humains d'un côté qui sont beaucoup plus nombreux que nous, et les humains de l'autre côté qui sommes nous, les modérateurs. Et là, ça redevient du travail humain. On est à 500-600 anecdotes à lire par jour. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette présentation qui était très réussie. J'avais une question qui n'est pas du tout technique. Est-ce que tu as une anecdote favorite sur Vie de merde? Alors, j'ai coutume de dire que j'en ai pas, parce que chaque jour, il y en a des de plus en plus drôles. Mais après, en vrai, les favorites, moi, souvent, c'est celles du début, parce que c'est celles qui nous ont fait connaître. Une des plus célèbres, c'était aujourd'hui, je marche dans la rue, et puis il y a au trottoir d'en face, il y a un garçon qui dit à sa mère « Hey maman, regarde, on dirait Nicolas Sarkozy !» Voilà. Et du coup, il dit VDM. Et voilà. Et ça, c'était un peu c'est celle qui a très très bien marché au tout début du site, parce que c'était 2008, c'est le début de la crise, etc. C'est aussi sûrement un des enjeux de la popularité de VDM à l'époque. Merci. Et j'ai aussi, aujourd'hui, mon chat est mort écrasé, il s'appelait Compote. C'est plus instantané. Merci pour la conf. Vous disiez, en réponse à une des questions, que vous passiez 70% de votre temps dans les médias et donc à ne pas pouvoir travailler, que la charge du coup continuait de s'améliorer et vous restiez tout seul au développement. Vous n'avez jamais pensé à utiliser une prestation ou à employer quelqu'un pour le faire? Le problème, c'est que c'est toujours ça, c'est que chaque seconde où on ne pensait pas au site, on était perdu, quoi, parce qu'on ne savait pas jusqu'où ça irait. Parce que là, je n'ai pas montré tout le graphe, mais ça va jusqu'à 2 millions par jour quand même, le FML. Donc non, on n'avait pas le temps. On ne savait pas, même le temps, rien que de faire une réunion pendant une journée et de faire des cahiers des charges, on n'avait pas le temps. Donc du coup, non, on n'a pas pensé à externaliser, même à trouver un autre dev qui pourrait nous aider. On a bien essayé, sauf que on n'avait personne qui était prêt à faire ça dans l'instant, quoi. Donc on avait des gens, on avait des amis qui nous aidaient à modérer. Donc en fait, ça nous enlevait déjà pas mal de travail. Et nous, après, on pouvait se concentrer sur répondre aux journalistes et puis améliorer le site et les serveurs. Donc non, on aurait bien aimé avoir le temps d'y penser, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'était difficile. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. C'était chouette.